Les basses de l'orchestre du mariage martelaient la plante de mes pieds, et la vibration remontait jusqu'à mes dents. Je serrais mon verre d'eau si fort que la condensation glacée engourdissait mes doigts. L'air à l'intérieur de la salle de bal du Roanoke Grand Hotel était lourd. Il sentait le champagne renversé, le parfum de luxe et les lys blancs en décomposition. « Tu es trop pauvre pour faire partie de la famille », dit Britney. Ma sœur se tenait à peine à 1 mètre de moi. Sa robe de soie sur mesure captait la lumière des chandeliers. Elle baissa la voix jusqu'à un sifflement acéré, mais elle s'assura que tante Carole, qui se tenait juste derrière elle, puisse entendre chaque mot. « Alors, assieds-toi et tais-toi », continua ma sœur de 33 ans, son doigt à la manucure parfaite pointé vers ma poitrine. « Ne nous fais pas honte aujourd'hui. Ne parle pas de maman. Ne parle pas d'argent. Mange juste ton poulet sec et souris. » Tante Carole eut un sourire suffisant et but une gorgée de son vin. Quelques invités à proximité tournèrent la tête, feignant de ne pas avoir entendu l'échange. À quelques mètres de là, notre mère était assise à une table dans un coin. Margaret Whittaker semblait confuse, les mains jointes sur ses genoux, complètement inconsciente que sa plus jeune fille était en train de faire une scène. Je n'ai pas discuté. Je n'ai pas haussé le ton. J'avais passé ma vie entière à absorber les ondes de choc de cette famille. Et aujourd'hui ne serait pas le jour où je perdrais mon sang-froid. J'ai simplement hoché la tête, posé mon verre sur le plateau d'un serveur qui passait, et tourné le dos à la mariée. Les lourdes portes en chêne de la salle de bal se refermèrent derrière moi, étouffant la musique. Mon téléphone pesait comme une brique dans ma poche. Je sortis l'appareil et composai le numéro que j'avais gardé à portée de main depuis des semaines. « Hélène », dis-je lorsque l'avocate répondit dès la première sonnerie. « Lorraine, êtes-vous sûre de vouloir faire ça maintenant ?» demanda Hélène. Sa voix était calme et mesurée. « Signifiez-lui l'acte maintenant », dis-je. Je me dirigeai vers la paroi vitrée qui surplombait la piste de danse. Je regardai Britney ajuster son voile. Elle prit un micro, se préparant pour son grand discours. Elle avait l'air radieuse, puissante, et complètement intouchable. Puis, la musique s'arrêta en pleine note. Le silence soudain dans la pièce était assourdissant. Un agent de sécurité de la salle s'avança sur la piste de danse, conduisant un homme en costume gris froissé. L'homme tenait une épaisse enveloppe Kraft. Il appela le nom de Britney assez fort pour que le son résonne contre le haut plafond. Britney sourit, l'air poliment confuse, et prit l'enveloppe. Elle en sortit la première page. Je vis ses yeux parcourir l'entête. Son visage perdit toute sa couleur. Le microphone glissa de sa main et heurta le sol avec un grincement électronique strident. Puis elle hurla. Le chemin qui a mené à ce moment a commencé un mardi matin tranquille, au début du mois de septembre, 6 semaines plus tôt, en l'an 2026. J'étais assise à la table de la cuisine dans la maison de ma mère. L'air d'automne de Roanoke commençait à peine à se rafraîchir, s'infiltrant à travers les cadres de fenêtres mal isolés. Maman dormait dans son fauteuil inclinable dans le salon. J'avais 39 ans. Je travaillais comme coordinatrice de la transition des patients pour un centre de rééducation. Lorsque le déclin cognitif de maman est devenu impossible à ignorer, j'ai réduit mes heures pour passer à temps partiel. Je devais être là. J'ouvris mon registre de soins sur la table. C'était un épais carnet noir. La documentation était une habitude née de ma profession. Je suivais chaque médicament, chaque rendez-vous chez le médecin, chaque repas, et chaque dollar dépensé pour les soins à domicile. Je notais sa dose du matin avec mon stylo bleu. À côté du carnet, mon ordinateur portable était ouvert. J'étais à mi-parcours d'un module pour ma certification professionnelle. Je devais finir le cours et je devais retourner travailler à temps plein. Avant de me déconnecter de mon portail bancaire, je virai 20 dollars sur un compte d'épargne séparé. J'avais nommé ce compte « Prochain chapitre ». 20 dollars signifiait que je passerais un autre hiver à porter le même manteau de laine au poignet effiloché. Je pris ma trousse de couture sur le comptoir et commençai à renforcer les coutures de ce manteau. C'était un choix stratégique. J'avais besoin d'un plan de sortie, même s'il était lent. La porte d'entrée s'ouvrit sans qu'on frappe.
Britney entra et laissa tomber un lourd sac de marque sur l'îlot de la cuisine. Elle sentait l'expresso cher et le pressing. Je me suis occupée de la salle de bain, annonça-t-elle. Elle ne demanda pas comment allait maman. Elle se dirigea directement vers la cafetière. Il y a 4 ans, quand maman était encore assez lucide pour signer les papiers, nous nous étions répartis les responsabilités. J'étais devenue la mandataire pour les soins de santé. Je gérais la réalité quotidienne. Britney travaillait comme directrice des opérations en ville. Elle aimait les feuilles de calcul et elle aimait le contrôle. Alors, elle avait pris la procuration financière durable. Elle s'occupait de l'argent. « Tu as enfin engagé quelqu'un ?» demandai-je en posant mon aiguille. Maman a besoin que ses barres d'appui soient installées avant l'hiver. Son équilibre se dégrade. Britney agita la main d'un air dédaigneux. J'ai payé la facture ce matin. Ne t'en fais pas pour ça, Lorraine. Tu t'occupes des soins infirmiers, je gère la vue d'ensemble. Qui est l'entrepreneur ? Demandai-je. Juste une entreprise locale, dit-elle. Elle vérifia sa montre connectée, ses bracelets en or s'entrechoquant. Je dois retourner au bureau. Honnêtement, tu devrais être contente que quelqu'un dans cette famille ait de vraies compétences en gestion financière. Ma sœur sortit, laissant la porte claquer derrière elle. Je pris mon stylo et notai sa déclaration exacte dans le registre. 2 jours passèrent. Le jeudi après-midi, Tessa arriva pour son service. Tessa était notre aide-soignante à temps partiel, une femme discrète aux yeux bienveillants. Une ergothérapeute était également passée pour vérifier la mobilité de maman. La thérapeute me trouva dans la cuisine. Elle tapota son presse-papier. « Lorraine, les entrepreneurs vous ont-ils donné un délai ?» demanda la thérapeute. « Votre mère perd de la stabilité dans sa jambe gauche. Nous avons vraiment besoin de ces barres de sécurité dans la salle de bain principale. Ma sœur s'est occupée du paiement mardi, dis-je en essuyant le comptoir. Elle a dit que les travaux étaient terminés. » La thérapeute me lança un regard vide. Tessa entra dans la cuisine, portant une pile de serviettes propres. Elle s'arrêta et croisa les bras. « Lorraine, dit doucement Tessa. Personne n'est venu. J'ai été dans cette maison toute la semaine. Mon estomac se noie. Une terreur froide s'infiltra dans ma poitrine, lourde et sombre. Laissez-moi vérifier les dossiers, dis-je. J'entrai dans le bureau. La pièce sentait le vieux papier et le produit à polir au citron. Britney gardait un classeur gris près de la fenêtre pour prouver qu'elle faisait son travail. J'ouvris le tiroir du haut. Je trouvai le dossier marqué « Entretien de la maison » et en sortis le document le plus récent. C'était une facture imprimée. L'en-tête indiquait « Whittaker Home Service ». Les postes de dépenses étaient incroyablement détaillés, démolition, pose de carrelage antidérapant, barre de sécurité, élargissement du cadre de la porte. Le coût total était de près de 25 000 $. En bas, estampillé à l'encre rouge vif, figurait le mot « PAY accent aigu ». Je transportai le papier dans le couloir. Mes chaussures couinaient légèrement sur le parquet d'origine. Je m'arrêtai devant la salle de bain principale. La porte accrochait toujours en bas. Je la poussai pour l'ouvrir. J'allumai la lumière du plafond. Le ventilateur d'extraction cliquetait. L'espace était complètement intact. La vieille baignoire en porcelaine trônait lourdement dans le coin. Le sol en linoléum glissant se décollait légèrement sur les bords. Il n'y avait pas de barre d'appui. Il n'y avait pas de cadre de porte élargi. Je restai au centre de la pièce poussiéreuse. Je regardai le papier dans ma main. Puis je regardai la baignoire. Ma sœur n'avait pas seulement menti sur l'embauche d'un entrepreneur. Un projet d'une valeur de près de 25 000 $ avait été payé avec l'argent de notre mère, et la salle de bain n'existait pas. L'appareil photo de mon téléphone cliqua 1 fois, 2 fois, puis une 3e fois. Je me déplaçai dans le petit espace humide de la salle de bain principale, capturant le linoléum qui se décollait et l'ancienne baignoire en porcelaine sous tous les angles. Le ventilateur d'extraction cliquetait au-dessus, brassant l'air vicié dans la pièce.
Quelqu'un est-il venu mesurer le cadre de la porte? Demandai-je, en gardant ma voix calme alors que je retournais dans le couloir. Tessa s'appuya contre le mur, tenant une pile de serviettes propres. Ses yeux bienveillants semblaient troublés. Personne n'est venu, Lorraine. Pas un seul ouvrier. J'ai été dans cette maison toute la semaine. Je hochai la tête et glissai mon téléphone dans ma poche. Je n'ai pas crié et je n'ai pas appelé la police. J'avais besoin de faits absolus, pas d'accusations émotionnelles. Avant que Tessa ne parte pour la journée, je demandai à l'ergothérapeute de m'envoyer par courriel une nouvelle copie de ses recommandations de sécurité initiale. Je l'imprimai et la plaçai dans un simple dossier Kraft à côté de la fausse facture. Plus tard dans la nuit, la maison devint enfin silencieuse. Maman dormait dans son fauteuil inclinable, la télévision jouant doucement en arrière-plan. J'étais assise à la table de la cuisine, mon carnet noir de soins étalé à côté des relevés bancaires du foyer que Britney avait fourni. La vérification croisée prit des heures et les chiffres refusaient de correspondre. J'avais payé 3 mois de médicaments pour la tension de maman avec mon propre compte courant, juste pour m'assurer qu'il n'y aurait pas de retard à la pharmacie. Les documents de ma sœur prétendaient qu'elle s'était remboursée pour ces mêmes passages à la pharmacie. Un autre poste de dépense indiquait $2000 pour un équipement de mobilité spécialisé. J'entrai dans le salon et fixai le déambulateur standard en aluminium que j'avais acheté dans une pharmacie locale pour $50. Il n'y avait aucun équipement médical coûteux. Mon ordinateur portable ronronnait doucement sur la table de la cuisine. Je fermai le portail bancaire et ouvris mon cours de certification. La lueur de l'écran illuminait la cuisine sombre alors que je terminais un autre module. Juste au moment où j'allais me déconnecter, une notification de courriel apparut. C'était une invitation à un entretien pour un poste à temps plein de coordinatrice de la transition des patients dans un grand hôpital. Une petite montée d'adrénaline me serra la poitrine. Le poste offrait un salaire qui pourrait enfin me permettre de louer un petit appartement. Avant de fermer l'ordinateur portable, je me connectai à mon application bancaire personnelle et virai $35 sur le compte d'épargne. Prochain chapitre. Le solde augmentait petit à petit. À côté de ma chaise était suspendue une robe bleu marine dans une housse de pressing en plastique. Elle avait 4 ans, classique et tout à fait convenable pour un mariage. Britney avait exigé que j'achète quelque chose dans une boutique du centre-ville, quelque chose qui coûtait un mois de mon budget d'épicerie. J'ai choisi de retoucher l'ourlet de la vieille robe à la place. Chaque dollar économisé était une brique dans le mur que je construisais entre moi et cette maison toxique. La porte d'entrée se déverrouilla l'après-midi suivant. Britney entra d'un pas décidé, tenant un dossier de couleur crème. Elle portait un tailleur beige qui semblait totalement déplacé dans notre salon poussiéreux. « Signe ça », dit ma sœur. Elle laissa tomber le dossier sur la table basse, juste à côté de la tasse de thé de maman. C'est juste une reconnaissance de dépenses familiales standard. Mon comptable dit que nous en avons besoin pour les registres de soins à domicile. Je pris le document. La page unique résumait une liste vague de coûts de soins, regroupant la fausse rénovation de la salle de bain avec les factures de services publics habituelles. Je ne signe pas de papier le jour où on me les remet, dis-je en pliant le papier en deux et en le glissant dans ma poche. Je l'examinerai ce week-end. Britney leva les yeux au ciel, laissant échapper un soupir bien étudié. Tu es si paranoïaque, Lorraine. On dirait que j'essaie de voler l'argenterie. Garde la copie. J'en imprimerai une autre pour que maman la signe. La menace flottait dans l'air. Elle voulait un faux consensus, un morceau de papier prouvant que nous étions toutes d'accord sur ses dépenses, et elle était prête à manipuler notre mère pour l'obtenir. Quand ma sœur partit enfin, je ressortis mon ordinateur portable. Le nom de l'entrepreneur sur la facture de la salle de bain était « Whittaker Home Service ». Je tapai le nom dans le registre des entreprises de l'État de Virginie. Les résultats de la recherche se chargèrent lentement. Tante Carole avait dirigé une entreprise de gestion immobilière et de nettoyage il y a des années, s'occupant des changements de locataires et des réparations mineures. Le statut à l'écran clignotait en lettres rouges et grasses, inactive. L'adresse de l'entreprise était l'adresse résidentielle de Carole, sur Elm Street. L'entreprise était fermée depuis 3 ans.
un souvenir me revint. Le mois dernier à peine, ma tante s'était tenue dans cette même cuisine, jurant qu'elle ne voulait rien avoir à faire avec le stress des finances de maman. Le mensonge était là, juste sous mes yeux, sur l'écran. Le dîner du dimanche chez tante Carole ressemblait toujours à une performance. La salle à manger sentait le rôti de bœuf et la cire pour le sol. Le lourd papier peint floral emprisonnait la chaleur, rendant l'air suffocant. Maman était assise à côté de moi, poussant tranquillement sa purée de pommes de terre dans son assiette. Lorraine a l'air épuisée, annonça Carole à la tablée, se servant un deuxième verre de vin rouge. Tu dois arrêter de tourner autour de Margaret. Tu deviens beaucoup trop contrôlante. Britney hocha la tête en signe d'approbation, coupant sa viande avec des mouvements précis et minuscules. Je lui ai dit de se détendre. Elle est juste amère parce qu'elle est coincée à la maison. Maman leva les yeux, le front plissé. Sommes-nous allés chez le médecin aujourd'hui ? Demanda-t-elle, sa voix tremblant légèrement. Non, maman. Aujourd'hui, c'est dimanche, dis-je, posant ma main sur la sienne. J'ignorais la provocation et regardais directement la femme de l'autre côté de la table, celle qui possédait l'entreprise inactive. Tante Carole, te souviens-tu du nom de l'entrepreneur qui était censé faire la salle de bain ? Britney a mentionné que tu les connaissais peut-être. Carole posa son verre de vin un peu trop fort. Oh, oui. C'était un indépendant, Johnson Contracting. Très fiable. Vraiment ? Demandai-je en buvant une gorgée d'eau. Britney m'a dit que c'était une plus grande entreprise, de l'extérieur de la ville. Ma sœur me foudroya du regard, les muscles de sa mâchoire se contractant. Deux explications différentes. Aucune ne correspondait à la facture qui se trouvait dans mon dossier Kraft. Je souris et passai le sel. Plus tard dans la soirée, de retour dans ma chambre, je retrouvai un courriel de groupe que Britney avait envoyé à la famille 2 semaines plus tôt. Il contenait le programme principal de sa journée de mariage, complété par une liste de dates limites pour les fournisseurs, afin de prouver à quel point elle était organisée. Mon doigt traça l'écran lumineux. Un paiement final pour la salle de bal de l'hôtel était indiqué sur le programme. Le montant dû était de 24 800 $. Je sortis la fausse facture de la salle de bain de mon dossier. Le coût total de la rénovation imaginaire était de 24 850 $. La date sur la facture correspondait exactement à la semaine où la salle exigeait son acompte final. Le cabinet d'avocats sentait le produit à polir au citron et le vieux papier. Hélène Brox était assise en face de moi, une femme aux cheveux gris avec un regard calme et fixe. Je poussai le dossier Kraft sur le lourd bureau en acajou. Il contenait la fausse facture de la salle de bain, mes photos imprimées de la baignoire intacte et une copie du registre de soins. Hélène feuilleta les pages, son expression restant parfaitement neutre. Elle ne haleta pas et n'offrit pas de fausses promesses d'une victoire facile. En Virginie, votre statut de fille biologique et de mandataire pour les soins de santé vous donne qualité pour agir, expliqua l'avocate en tapotant la fausse facture avec un ongle manucuré. Nous pouvons exiger une comptabilité formelle de ses actions en tant que mandataire en vertu de la procuration. Si elle abuse de ce droit légal, un juge peut le suspendre. Alors, nous l'arrêtons aujourd'hui, dis-je, mes mains agrippant le bord du fauteuil en cuir pour inviter. Non, Hélène ferma le dossier. Si nous accusons votre sœur sans un schéma de comportement irréfutable, elle videra les comptes et prétendra que vous êtes simplement une sœur mécontente. Nous avons d'abord besoin d'une demande de divulgation écrite. Pour l'instant, vous ne collectez que ce que vous possédez légalement. Numérisez votre registre. Horodatez tout. Notez les conversations immédiatement, mais ne l'enregistrez pas sans son consentement. Je hochai la tête, absorbant les limites rigides de la loi. Le registre venait de passer d'une habitude personnelle à une chronologie officielle. 2 jours plus tard, les lumières fluorescentes de la clinique de neurologie bourdonnaient doucement au-dessus de nous. Maman était assise sur le papier d'examen crissant, les mains jointes fermement sur ses genoux. Le médecin, un homme à la voix douce avec des lunettes à monture métallique, lui demanda de compter à rebours à partir de 7. Maman buta sur le 2e chiffre. Une rougeur profonde et douloureuse lui monta au cou. Elle me regarda,
ses yeux soudainement clairs et terrifiés par sa propre confusion. « Je ne me souviens plus, murmura-t-elle. Ma poitrine me fit mal. C'était une pression lourde et sourde juste derrière mes côtes. Je tendis la main et serrai sa main froide. Le médecin prit une note discrète sur sa tablette, enregistrant officiellement que Margaret Whittaker n'avait pas la capacité de comprendre des documents financiers complexes. La défense d'un don volontaire fut tranquillement démantelée dans cette pièce stérile. Mon téléphone vibra dans la poche de mon manteau au moment où nous atteignîmes le parking de la clinique. Le nom de Britney clignota sur l'écran. « Pourquoi as-tu emmené maman chez un spécialiste sans me consulter ?» exigea ma sœur. Le bruit de la circulation résonnait en arrière-plan de son appel. « Son équilibre se dégrade », répondis-je en déverrouillant la portière pour que maman puisse s'installer sur le siège passager. « Je suis la mandataire pour la santé. »« Tu essaies de l'isoler », rétorqua Britney. « Tout le monde pense que tu deviens paranoïaque, Lorraine. Continue comme ça et je dirai à toute la famille à quel point tu es devenue instable. » Toutes les décisions médicales sont documentées dans le portail patient, dis-je, et je mis fin à l'appel. Nous sommes revenus à la maison alors que les ombres de l'après-midi s'étiraient sur la pelouse. J'installai maman dans son fauteuil inclinable préféré avec une tasse de thé, puis j'allai trier le courrier éparpillé sur la console de l'entrée. Un morceau de papier cartonné brillant avait glissé derrière la table, reposant sur la plinthe en bois. Je le ramassai. C'était une carte de visite pour un agent immobilier de luxe. Niché dans une pile de prospectus d'épicerie se trouvait un courriel imprimé, négligemment laissé derrière. L'expéditeur était l'agent immobilier de la carte. Je parcourus le texte et mon souffle se coupa. L'agent confirmait un calendrier pour des photos de mise en scène, demandant spécifiquement un mardi matin. Le mardi était le jour exact où j'emmenais toujours maman à la kinésithérapie. La dernière phrase du courriel mentionnait l'objectif d'une vente rapide juste après la lune de miel. Britney ne se contentait pas de vider les comptes pour payer une salle de bal. Elle se préparait à liquider la maison dans laquelle nous nous trouvions. Je sortis dans l'allée et appelai Hélène, lisant le courriel imprimé à haute voix. « Une vente rapide accélère notre calendrier », dit l'avocate. « Mais nous devons lier les fonds manquants à ce plan immobilier. » Le vent d'automne fit bruire les feuilles mortes du chêne au-dessus de ma voiture. « Lorraine », continua Hélène, sa voix d'une gravité mortelle. « Pouvez-vous survivre 6 semaines de plus à jouer la sœur silencieuse et vaincue ? Si elle se doute de quelque chose, vous savez, nous perdons notre avantage. » Je regardai la maison. À l'intérieur, ma mère buvait son thé, complètement inconsciente que son enfant prodige prévoyait de vendre le toit au-dessus de sa tête pour couvrir un fonds de mariage volé. « Je peux jouer le rôle, dis-je. » Mon téléphone commença à sonner le lendemain matin. Tante Sarah appela la première, suivie rapidement par le cousin David. Le message resta identique à chaque conversation, enveloppé d'une politesse sudiste. Ils me conseillèrent de me détendre. Ils suggérèrent de prendre du recul et de laisser la mariée profiter de sa journée spéciale. David mentionna même à quel point c'était généreux de la part de Britney de couvrir toutes les dépenses médicales de maman de sa propre poche. Le récit avait été soigneusement implanté. Ma sœur construisait une forteresse d'opinion publique, me dépeignant comme la sœur amère et jalouse. Discuter avec mes parents était inutile, alors j'ai simplement noté leurs commentaires dans mon carnet noir, traquant les mensonges au fur et à mesure qu'ils se propageaient dans l'arbre généalogique. Daniel passa à la maison cet après-midi-là. Le marié portait un petit bouquet de marguerites de supermarché pour ma mère. Il posa les fleurs sur le comptoir de la cuisine, offrant un sourire chaleureux et facile. Margaret a été incroyablement généreuse avec le cadeau de mariage, dit Daniel en versant de l'eau dans un vase en verre. Nous apprécions vraiment. Ma mâchoire se serra. Britney a-t-elle mentionné d'où provenait ce cadeau ? Il fit une pause, les tiges reposant contre le bord du verre. Elle m'a dit que votre mère avait insisté pour contribuer. Écoute, Lorraine, les mariages sont stressants. N'essaie pas de transformer les finances en champ de bataille. L'homme croyait sincèrement à l'histoire qu'on lui avait servie. Daniel n'était pas un cerveau. Il était juste un bouclier commode pour la mariée.
Plus tard dans la soirée, le bruit sourd d'une chaise qui bougeait résonna depuis le salon. Maman avait glissé près du bord du tapis du couloir. Elle se rattrapa au cadre de la porte, évitant une mauvaise chute. Mais l'incident me terrifia. Le mercredi, Tessa et moi installions une petite caméra sans fil dans le coin de l'espace commun. Tante Carole passa pendant l'installation. Elle se tenait les bras croisés, fixant la lumière verte clignotante. « C'est une énorme violation de la vie privée », déclara ma tante. « Tu espionnes ta propre famille. »« C'est un moniteur de chute », répondis-je en serrant la dernière vis. « Si elle trébuche pendant que je suis dans l'autre pièce, je dois le savoir immédiatement. » Britney arriva 1 heure plus tard et regarda directement l'objectif. Elle savait exactement ce qu'était l'appareil et elle savait qu'il surveillait le salon. Ma sœur s'assit sur le canapé, faisant défiler son téléphone. Portant un plateau de café, je posai une tasse près de son sac à main de créateur. Quel type de carrelage l'entrepreneur a-t-il finalement utilisé pour la salle de bain? Demandai-je, en gardant un ton tout à fait conversationnel. De la céramique, répondit Britney sans lever les yeux. Blanc antidérapant. La fausse facture dans mon dossier Kraft mentionnait spécifiquement de l'ardoise grise. Prenant une gorgée de mon café, je continuai. Et le fournisseur médical? Ont-ils livré le concentrateur d'oxygène à $2100? Il arrive la semaine prochaine, rétorqua-t-elle en me regardant enfin. D'accord. Bien que je pensais que le reçu disait $2200. C'était 2150, corrigea-t-elle instantanément. La femme qui prétendait ne pas gérer les détails fastidieux possédait une mémoire parfaite des montants exacts manquant sur les comptes bancaires. La maison s'installa dans un bourdonnement silencieux le vendredi soir. J'étais assise à côté de maman dans le salon, ajustant soigneusement l'ourlet de ma robe bleu marine. Le tissu tirait sur mes genoux. Maman regardait mes mains bouger. Ses yeux avaient un rare moment de clarté. Tu as toujours été douée avec une aiguille. Tu réparais tes propres vêtements quand tu as abandonné ce programme universitaire pour rester ici. Les mots me frappèrent comme un coup physique. Elle se souvenait de la bourse que j'avais refusée il y a des années, traitant cet énorme sacrifice comme une corvée attendue. En regardant ses mains fragiles et tremblantes, je compris qu'elle était malade. Je ne pouvais pas la blâmer pour le passé, mais une prise de conscience tranquille s'installa en moi. Ma vie ne pouvait pas rester figée pour protéger cette dynamique toxique. Le lendemain matin, j'ai remarqué une petite ecchymose violette sur le poignet de maman en lui donnant son petit déjeuner. La peur me serra la poitrine. En ouvrant l'application de surveillance sur mon ordinateur portable, je parcourus les images de l'après-midi précédent. L'enregistrement ne révéla aucun accident. Au lieu de cela, la vidéo montrait Britney assise à côté de notre mère sur le canapé. Ma sœur sortit une page imprimée de son sac et la posa sur la table basse. C'est juste un formulaire pour les réparations de la salle de bain, maman. La voix de Britney crépitait à travers les haut-parleurs de l'ordinateur. Est-ce que Lorraine est au courant de ça? Demanda maman, son ton hésitant. Elle n'a pas besoin de l'être, répondit l'enfant prodige, en pressant un stylo dans ses mains fragiles. Le clip se termina alors que maman se penchait pour signer. En rembobinant la vidéo, je fis une pause sur l'image exacte où le document était posé à plat sur la table. Je me penchai plus près de l'écran, plissant les yeux sur l'entête pixelisée. Ce n'était pas un formulaire d'entretien. Les lettres en gras en haut indiquaient clairement « Autorisation des remboursements ». Britney forçait activement une femme confuse à signer pour des milliers de dollars. Le reflet de l'écran de mon ordinateur portable se reflétait dans les lunettes d'Hélène. Nous étions assises dans son bureau silencieux, écoutant le petit son de la voix de ma sœur jouer à travers les haut-parleurs. Sur la vidéo, Britney poussait l'autorisation de remboursement vers notre mère, et le mensonge flottait lourdement dans l'air. Hélène mit le clip en pause juste sur l'image montrant le document. L'avocate joignit ses doigts, son expression totalement illisible. « Cela établit la fausse déclaration, » dit Hélène, en gardant sa voix basse et égale. Cependant, un seul clip vidéo assure rarement une suspension à lui seul. Nous avons besoin du schéma de comportement. Et pour obtenir cela, je vais émettre une demande de divulgation écrite formelle.
Nous avons passé les 2 jours suivants à construire une base solide comme le roc. J'ai extrait les archives publiques de Whittaker Home Service, imprimant des pages qui prouvaient que l'ancienne entreprise de tante Carole n'avait ni statut actif, ni assurance responsabilité civile, ni aucun permis de construire récent. Tessa a signé une déclaration simple et factuelle confirmant qu'aucune équipe de travail n'était jamais entrée dans la maison. Un courriel de l'ergothérapeute a servi de coup de grâce, vérifiant que la salle de bain principale restait un danger grave. Lorsque Britney a finalement répondu à la lettre de l'avocat, elle a livré un paquet de dossiers financiers soigneusement sélectionnés. Ma sœur croyait clairement qu'une épaisse pile de papier m'accablerait et me forcerait à battre en retraite. Au lieu de cela, cela m'a donné une carte. Assise à la table de la cuisine tard cette nuit-là, j'ai étalé les documents sous la lumière crue du plafonnier. Le paquet montrait plusieurs transferts importants des comptes courants et d'investissements principaux de maman vers Whittaker Home Service. Les postes de dépenses étaient agressivement étiquetés comme « rénovation, équipement médical spécialisé » et « entretien de la propriété ». Comme je n'avais pas accès au compte professionnel de ma tante, la piste papier s'arrêtait là. Je ne pouvais pas voir comment l'argent retournait dans les mains manucurées de Britney. Mais je n'avais pas besoin de voir la destination finale pour prouver le vol. J'ai ouvert le relevé bancaire du petit compte joint du ménage, le seul dossier financier que je possédais légalement. En regardant les dates, j'ai fait correspondre mes propres achats par carte de débit pour les renouvellements d'ordonnances et les courses quotidiennes de maman aux semaines exactes où Britney prétendait avoir avancé ses coûts. Ma sœur prenait des remboursements massifs pour de l'argent que j'avais déjà dépensé avec mon propre maigre salaire. J'ai refait le calcul final 2 fois et mon estomac s'est noué. Le montant total des fonds manquants dépassait les $100 000. Avant que l'explosion inévitable ne se produise, j'avais besoin d'un filet de sécurité pour la personne la plus vulnérable de la pièce. J'ai passé le jeudi matin au téléphone avec un travailleur social local, élaborant un plan d'urgence. Nous avons discuté des soins de secours d'urgence et du processus de nomination d'un fiduciaire indépendant pour sécuriser l'approvisionnement en médicaments de maman au cas où ses comptes seraient soudainement gelés. J'ai discrètement détourné une autre partie de mon salaire vers mon épargne, prochain chapitre. Je refusais de laisser ma mère devenir un dommage collatéral dans une guerre qu'elle ne pouvait même pas comprendre. Les retombées de la demande de divulgation sont arrivées le vendredi après-midi sous la forme de tante Carole. La porte d'entrée s'est ouverte alors que je tapais un résumé de transition de patient pour le travail. Carole a marché jusqu'au salon, sentant fort le parfum floral et l'anxiété non filtrée. Pourquoi un cabinet d'avocats du centre-ville m'envoie-t-il des demandes formelles ? A exigé ma tante en jetant son sac à main en cuir sur le canapé. Tu es complètement déplacée, Lorraine. J'ai fermé mon ordinateur portable et je me suis levée, gardant la table basse entre nous. L'avocat demande simplement des reçus correspondant aux factures de votre entreprise. Si Whittaker Home Service a effectué les travaux, fournir la paie des sous-traitants devrait être facile. Carole a rougi, ses mains s'agitant défensivement. Britney a juste emprunté un peu pour couvrir des dépenses imprévues. C'est de l'argent de famille de toute façon. Tu es juste amère parce que tu veux la maison pour toi. Personne ne prend cette maison, dis-je, ma voix tombant à un murmure dur. Ma tante a ricané, agitant une main en l'air. Oh, s'il te plaît. Une fois que la maison sera vendue, tout s'équilibrera de toute façon. Elle a promis que tout serait remplacé. La pièce est devenue complètement silencieuse. Le silence s'est étiré, assez tendu pour se rompre. Carole venait d'admettre qu'elle était au courant des fonds manquants, et pire, elle était au courant du plan secret pour vendre la propriété. Elle était une participante active en attente d'un paiement. Réalisant son erreur, les yeux de Carole ont balayé nerveusement la pièce. Elle a déplacé son poids, essayant de retrouver sa posture arrogante habituelle. Si tu fais une scène juste avant le mariage, toute la famille saura que tu as perdu la tête. Les gens pensent déjà que tu es instable. Je me fiche de ce que pense la famille, ai-je répondu en croisant les bras. Ce qui m'importe, c'est que les dossiers correspondent. Carole n'a pas répondu. Au lieu de cela, son regard a dérivé au-delà de mon épaule, se fixant sur le classeur gris dans le coin du bureau.
Elle a fixé le tiroir en métal pendant un long moment délibéré avant de tourner les talons et de sortir par la porte d'entrée. Un œuf froid s'est formé dans ma gorge. J'avais une course rapide à faire à la pharmacie, mais son regard persistant me mettait mal à l'aise. 2 heures plus tard, je suis rentrée à la maison et je suis allée directement au bureau. La pièce semblait étrange. L'air était perturbé, et la faible odeur de parfum floral flottait encore près de la fenêtre. Je me suis approchée du classeur gris et j'ai atteint la poignée. Le cylindre de la serrure en métal était complètement mutilé, arraché par quelque chose de lourd et de tranchant. J'ai ouvert le tiroir du haut d'un coup sec. Le dossier Kraft contenant la fausse facture était toujours là, mais l'espace à côté était entièrement vide. Mon carnet de soins noirs, la colonne vertébrale physique de toute ma chronologie, avait disparu. J'ai fixé l'espace vide dans le tiroir en métal pendant exactement 10 secondes. La panique n'est jamais arrivée. Au lieu de cela, une concentration froide et clinique s'est installée dans mon esprit, aiguisant chaque détail dans le bureau silencieux. Me dirigeant directement vers mon ordinateur portable, j'ai visionné les images de la caméra de sécurité du couloir. La vidéo a confirmé mes soupçons en quelques minutes. Tante Carole avait traîné près de la pièce bien après la fin de notre dispute, son sac à main en cuir semblant soudain beaucoup plus lourd alors qu'elle sortait enfin par la porte d'entrée. La femme pensait clairement que détruire le carnet physique effacerait toute la piste papier. Elle n'avait absolument aucune idée des sauvegardes numériques. Prenant mon téléphone, j'ai appelé Hélène. Ils ont pris le carnet de soins physiques, ai-je rapporté, regardant les images enregistrées en boucle sur mon écran. L'avocate a laissé échapper un léger souffle. Êtes-vous inquiète? Pas du tout, ai-je répondu en ouvrant le dossier crypté sur le bureau de mon ordinateur. J'ai numérisé chaque page et je vous les ai envoyées sur votre serveur sécurisé il y a 3 semaines. Le vol prouve juste qu'ils sont terrifiés par ce que ces dossiers montrent. Nous avons agi avec une précision agressive le lendemain matin. Hélène a envoyé des avis de préservation officiels à ma sœur et à notre tante, leur ordonnant légalement de conserver tous les documents financiers. Pendant ce temps, un serrurier local a changé les pennes dormants de nos portes avant et arrière avant midi. Les lourdes serrures en laiton se sont enclenchées, sécurisant le périmètre de la maison. J'ai donné à Tessa un tout nouveau carnet pour qu'elle puisse maintenir un programme de soins complètement indépendant. Et j'ai rangé tous mes documents originaux restants dans un coffre-fort à ma banque personnelle. L'accès à ma mère était désormais strictement limité aux soignants médicaux approuvés et à moi-même. Le téléphone a sonné le jeudi après-midi alors que je préparais une soupe de poulet. L'identification de l'appelant affichait le bureau des services sociaux du comté. Une assistante sociale au bout du fil avait l'air incroyablement tendue. Elle a expliqué qu'un jeune membre de la famille avait soumis une demande agressive pour l'admission de Margaret Whittaker dans un établissement financé par l'État, insistant pour un placement immédiatement après un voyage de noces. La maison de retraite proposée se trouvait en dehors des limites de la ville de Roanoke et manquait totalement de soins spécialisés pour la mémoire. Ma sœur voulait que notre mère quitte la maison rapidement, afin que la clôture de la vente immobilière puisse se dérouler sans aucune interférence physique. Ma propre stratégie de sortie s'est finalement matérialisée le lendemain matin. Le bureau de recrutement de l'hôpital m'a officiellement offert le poste à temps plein de coordinatrice de la transition des patients, et le salaire qu'il proposait changeait tout. Le responsable du recrutement m'a demandé de commencer le lendemain du mariage. Connaissant le chaos qui allait se déchaîner, j'ai négocié un léger délai, repoussant ma date de début d'1 semaine pour m'assurer que maman soit complètement stabilisée. Après avoir terminé l'appel, je me suis connectée à mon application bancaire et j'ai regardé le solde du compte. Prochain chapitre. Les fonds étaient enfin suffisants pour couvrir un dépôt de garantie sur une petite maison de ville. Cet argent m'appartenait entièrement, gagné par des nuits tardives et des économies prudentes, complètement non entachées par la culpabilité familiale. Mais avant de pouvoir sécuriser ma nouvelle vie, je devais survivre à la trajectoire de collision prévue pour le week-end. Le vendredi soir a apporté une pluie lourde et suffocante dans la vallée. Britney est arrivée à la maison pour déposer une housse à vêtements, se montrant écœurante de douceur. La mariée s'est appuyée nonchalamment contre le comptoir de la cuisine, sirotant de l'eau en bouteille et me regardant hacher des légumes.
As-tu jamais retrouvé ce petit carnet noir que tu transportes toujours? A-t-elle demandé. Ses yeux cherchaient attentivement sur mon visage tout signe de détresse. J'ai trouvé exactement ce dont j'avais besoin, ai-je répondu doucement, en versant des oignons coupés en dés dans une poêle chaude. Ma sœur a souri d'un mince sourire victorieux. Elle croyait clairement que ma preuve principale se trouvait quelque part dans une benne à ordures. Ajustant la lourde bague en diamant à sa main gauche, elle m'a dit de me présenter à la salle de bal de l'hôtel le lendemain. Son ton est soudainement passé de décontracté à autoritaire. Elle m'a ordonné de m'asseoir tranquillement dans le coin et d'éviter d'embarrasser la famille avec mes vêtements bon marché ou mes plaintes. J'ai hoché la tête en signe d'accord silencieux. J'avais désespérément besoin d'être dans cette pièce pour protéger notre mère, et l'équipe juridique avait besoin que Britney soit piégée dans un lieu fixe. Samedi 17 octobre 2026, c'est levé gris et glacial. Mon téléphone a vibré sur la table de chevet à 7 heures du matin. Hélène a parlé avec une énergie vive et urgente qui m'a instantanément réveillée. Le juge du tribunal de circuit vient de signer l'ordonnance temporaire en attendant une audience rapide. L'avocate a annoncé que les mandats légaux étaient sévères. Le document suspendait immédiatement la procuration financière, bloquait toute transaction immobilière en attente, préservait tous les comptes bancaires contestés et nommait un fiduciaire indépendant temporaire pour prendre le contrôle. L'ordonnance existait déjà. Maintenant, nous devions nous assurer que Britney ne pourrait jamais prétendre avoir agi sans le savoir. L'huissier de justice a essayé son appartement et son bureau d'entreprise 2 fois hier, mais elle était totalement indisponible, a poursuivi Hélène, le bruit de papier froissé résonnant à travers le récepteur. Nous pouvons la signifier à la réception, ai-je suggéré, regardant la pluie matinale strier la vitre de ma chambre. Je veux attendre la fin de la cérémonie pour que maman ne soit pas traumatisée au milieu d'une église bondée. Hélène a laissé échapper un lourd soupir, et le ton sec de sa voix m'a noué l'estomac. Lorraine, nous n'avons pas le temps d'être polis. Je viens de recevoir une information de la société de titres. Votre sœur s'envole pour sa lune de miel dimanche matin, et elle a réservé un rendez-vous de notarisation en ligne à distance pour lundi matin. Elle prévoit d'exécuter la clôture immobilière électronique depuis son complexe hôtelier. La réalité du calendrier s'est abattue sur moi. Hélène avait déjà envoyé des copies certifiées de l'ordonnance à la société de titres et aux institutions financières identifiées dans le dossier. Signifier l'acte à Britney à l'hôtel ne créerait pas l'autorité de l'ordonnance. Cela prouverait qu'elle avait un préavis réel avant de quitter la Virginie, l'empêcherait de plaider l'ignorance et l'empêcherait d'emporter les documents de procuration certifiés chez un autre agent de clôture. La réception était le dernier endroit où nous savions avec certitude qu'elle resterait assez longtemps pour être signifiée. Je me tenais devant le miroir de ma chambre, lissant le tissu bleu marine de ma robe. Le vêtement avait 4 ans, l'ourlet renforcé avec des points soignés et minutieux que j'y avais mis moi-même. Je n'avais pas l'air d'une femme sur le point de démanteler une vie de mensonges soigneusement élaborée. Mais je sentais le poids de l'ordonnance du tribunal dans mon sac, rangé à côté du calendrier des médicaments de ma mère et des coordonnées de notre aide-soignante indépendante. J'ai lissé mes cheveux une dernière fois, vérifié que le dossier des contacts d'urgence était en sécurité, et je suis sortie vers la voiture où Tessa attendait pour nous conduire au Roanoke Grand Hotel. La salle de bal à l'intérieur de l'hôtel était d'une luminosité aveuglante. Des chandeliers scintillaient comme de la glace gelée au-dessus de la piste de danse, et l'air sentait massivement les arrangements floraux coûteux et l'ambition désespérée. Britney se déplaçait dans la foule comme si l'oxygène même que nous respirions lui appartenait, sa robe de soie bruissant contre le tapis coûteux. Chaque fois qu'un invité la complimentait, elle se penchait pour murmurer quelque chose qui les faisait me regarder avec pitié ou un léger dédain. Ma tenue, modeste et recyclée, contrastait vivement avec l'opulence qu'elle avait financée avec la sécurité volée de notre mère. Daniel m'a trouvé près de la table des rafraîchissements. Il était beau dans son smoking, bien qu'il semblât dépassé par l'ampleur de l'événement. Il m'a tendu une coupe de champagne, son sourire crispé. Tout le monde demande pourquoi Britney et toi ne vous parlez pas, a dit Daniel, le front plissé d'une réelle inquiétude. Je l'ai regardé, cherchant ne serait-ce qu'une lueur de conscience. T'es-tu jamais demandé pourquoi votre cadeau de mariage provenait d'un compte d'entreprise de construction, Daniel ? Le marié a ri,
bien que cela sonnât forcé. Britney a expliqué que Margaret insistait pour payer la salle de bal. Elle voulait être impliquée. Lauren, ne transforme pas ça en une étrange querelle amère pour de l'argent alors qu'elle veut juste être généreuse. Il ne savait vraiment pas. C'était un homme qui croyait au scénario qu'on lui avait donné parce que l'alternative était trop laide à considérer. J'ai reposé le verre intact sur la table, le cœur lourd. Il n'était pas un méchant, juste un homme qui avait choisi la version la plus facile de la vérité. Tessa a attiré mon attention de l'autre côté de la pièce. Elle avait réussi à guider maman vers un coin salon tranquille près de l'entrée de la cuisine, loin du bruit assourdissant et du désastre inévitable. Margaret avait l'air fatiguée, ses mains s'agitant sans but, mais elle était en sécurité et loin du centre du chaos. Britney s'est approchée du microphone juste au moment où la musique atteignait son apogée. La pièce est devenue silencieuse. Elle avait l'air radieuse, puissante et entièrement certaine de son avenir. Alors que la famille du marié regardait, elle s'est lancée dans un discours sur le soutien indéfectible qu'elle avait apporté à notre mère. Se positionnant comme la fille sainte qui avait tout sacrifié, elle a couronné son discours en tournant la tête et en me repérant près de la sortie de secours. Certaines personnes dans cette famille sont tout simplement trop pauvres pour comprendre la valeur de la loyauté, a-t-elle dit dans le microphone, sa voix dégoulinant de poison. Assieds-toi tranquillement, Lauren. Ne nous embarrasse pas davantage. Une vague de rire nerveux a parcouru la foule. Daniel a baissé les yeux, clairement mal à l'aise, mais le reste de la salle semblait apprécier le spectacle de mon humiliation publique. Je sentais l'ordonnance du tribunal pressée contre mon flanc, un rappel froid et net de ce qui allait arriver. Je n'ai pas bougé. Je n'ai pas parlé. J'ai simplement sorti mon téléphone et composé le numéro d'Hélène. L'huissier de justice est positionné à la sortie arrière, a dit Hélène, sa voix nette et claire par-dessus le bourdonnement de la salle de bal. Êtes-vous absolument certaine, Lauren? J'ai regardé ma sœur, qui levait actuellement son verre à la foule en liesse. J'ai pensé à la clôture à distance prévue pour lundi, au vol qu'elle prévoyait de prendre demain matin, et à la mère qu'elle avait traitée comme un compte bancaire. Signifiez-lui l'acte maintenant, ai-je dit. J'ai raccroché le téléphone et je me suis reculé dans l'ombre de la porte. Dehors, dans le couloir, l'agent de sécurité de la salle faisait déjà signe à l'huissier de justice d'avancer. La musique a recommencé à pulser, mais le rythme semblait décalé, saccadé et tendu. Je suis restée parfaitement immobile, regardant ma sœur prendre une gorgée triomphante de sa boisson, complètement inconsciente que les murs de sa vie étaient sur le point de s'effondrer. Les lourdes portes en chêne ont commencé à grincer et la musique s'est coupée, ne laissant que le son d'une centaine de personnes retenant leur souffle collectif alors que l'homme au costume gris froissé s'avançait sur la piste de danse. Les coordinateurs de la salle se sont dirigés vers l'estrade et ont fait signe à l'orchestre d'arrêter la musique. La transition a été brutale, un vide soudain là où les basses lourdes se trouvaient quelques secondes auparavant. Le personnel de sécurité a guidé un homme en costume froissé vers le centre de la piste de danse. Il se tenait avec la posture inébranlable de quelqu'un qui avait livré des milliers de ses enveloppes, son regard entièrement fixé sur la femme en robe de soie. Britney Whittaker? A demandé l'homme, sa voix tranchant clairement à travers les murmures confus d'une centaine d'invités. Ma sœur a penché la tête, son sourire vacillant juste assez pour montrer les fissures dans son masque. Oui. L'homme a tendu l'épaisse enveloppe Kraft. On vous signifie une ordonnance temporaire du tribunal de circuit. Britney a pris les documents, ses doigts tremblants contre le papier rigide. Elle a sorti la première page, parcourant l'entête officielle, et la couleur a quitté son visage jusqu'à ce qu'elle ressemble à une statue de marbre. Elle a levé les yeux vers l'homme, puis vers moi, et enfin vers Daniel, qui se tenait figé dans une incrédulité totale. C'est une erreur, a-t-elle murmuré, sa voix montant en ton. Lauren, qu'as-tu fait? Elle a commencé à agiter les pages vers la salle, son sang-froid se désintégrant en halètements frénétiques. Elle a gelé mes comptes. Cet argent était à moi. Ma mère a insisté pour que je le prenne. Le silence dans la salle de bal était absolu. Les invités échangeaient des regards paniqués, certains s'éloignant de la table d'honneur comme si la disgrâce était contagieuse.
Ma sœur continuait de crier, ses mots tissant une confession qui prouvait qu'elle considérait les biens de sa mère comme sa propriété personnelle. Je ne suis pas intervenue. J'ai simplement regardé, mon rythme cardiaque stable, mon attention fixée sur maman, qui était assise en sécurité dans le coin éloigné avec Tessa. « Britney, de quoi parle-t-elle » a demandé Daniel, sa voix creuse. « Quel conte ?» Ma sœur ne lui a pas répondu. Elle a juste crié, un son rauque et aigu qui a écorché les chevrons, et a couru vers la sortie de service. Tante Carole s'est précipitée en avant, les mains levées comme si elle pouvait physiquement rassembler les pages légales éparpillées. C'est un malentendu familial privé. Tout le monde, veuillez continuer le dîner. J'ai marché sur la piste de danse, mon mouvement lent et délibéré. Ce n'est pas un malentendu, Carole. C'est une ordonnance du tribunal basée sur une fraude documentée. Je n'ai pas fait de discours. Je n'ai pas eu besoin de crier. Après avoir prononcé ces mots, j'ai tourné le dos à l'épave et je suis allé directement vers ma mère, posant une main ferme et protectrice sur son épaule. Le combat était loin d'être terminé, mais le voile de la fille parfaite avait été définitivement déchiré devant tous ceux qui comptaient pour elle. Daniel est apparu à mes côtés quelques minutes plus tard. Sa veste de smoking avait l'air débraillée. Il m'a tendu un dossier qu'il avait sorti du sac de la mariée, son visage pâle d'un mélange de choc et d'horreur naissante. Elle m'a demandé de prendre son passeport dans les bagages de la suite nuptiale, a dit Daniel, les yeux vagues. C'était juste à l'intérieur de la fermeture éclair. Je ne sais même pas ce que je regarde. J'ai ouvert le dossier. Il contenait un projet de déclaration de règlement, un calendrier pour un rendez-vous de clôture à distance le lundi matin et une page de reconnaissance avec une signature qui ne ressemblait en rien à l'écriture de ma mère. Les documents étaient datés d'une époque où maman subissait des tests de mémoire à la clinique. Ce n'était pas une erreur ou un malentendu. C'était une liquidation planifiée. Daniel a regardé les pages, a réalisé l'implication du calendrier de clôture, puis a sorti son téléphone pour photographier chaque feuille. Il a envoyé les fichiers directement à l'adresse email d'Hélène, ses mains se stabilisant alors que la trahison se cristallisait enfin en rage. J'ai regardé le dossier de clôture et j'ai compris toute l'ampleur du pari. Le mariage n'avait jamais été le but. C'était simplement une étape avant qu'elle ne fuit l'État pour finaliser le vol de la maison de notre mère. Ma sœur avait tout misé sur l'idée que personne n'oserait regarder les documents. Elle avait tort. La réalité de la situation se trouvait maintenant dans le téléphone de Daniel, attendant qu'un expert en criminalistique expose le faux. Hélène a appelé mon téléphone alors que je guidais maman vers la sortie. La voix de l'avocate semblait victorieuse. J'ai déjà envoyé l'ordonnance certifiée à la société de titres et au prêteur. La preuve de signification confirme maintenant que Britney avait un préavis réel. Le dossier de Daniel a identifié tous les contacts et documents de clôture, et la société de titres a annulé le rendez-vous de lundi. J'ai raccroché et je suis sortie dans la nuit fraîche et froide de Roanoke. La pluie avait cessé, laissant le trottoir lisse et noir sous les lampadaires. Ma sœur se cachait actuellement quelque part dans cet hôtel, sa réputation réduite en cendres et son pouvoir légal anéanti. Je n'ai pas ressenti le triomphe que j'attendais. J'ai seulement ressenti un soulagement profond et silencieux que la longue et épuisante mascarade soit enfin terminée. La vérité était exposée, et pour la première fois depuis des années, le chemin à suivre nous appartenait. Les mois qui ont suivi ce mariage désastreux ont ressemblé à une déconstruction lente et méticuleuse d'un mensonge. Je suis retournée à ma vie, équilibrant mon nouveau rôle à temps plein à l'hôpital avec le rythme calme et régulier des soins de ma mère. Chaque après-midi, je faisais le point avec Tessa, m'assurant que le calendrier des médicaments restait ininterrompu. Tandis qu'Hélène naviguait dans le paysage juridique de plus en plus complexe, un expert comptable judiciaire a finalement démêlé le réseau financier enchevêtré. Lorsqu'il a terminé son rapport final, le montant total manquant était de 148 000 $. Les factures des rénovations imaginaires de la salle de bain ont été méticuleusement retracées jusqu'à l'entreprise de nettoyage défunte que tante Carole possédait autrefois. L'argent a circulé des comptes de notre mère vers l'entreprise de Carole, pour être ensuite redirigé dans les poches de ma sœur et sur les comptes bancaires de divers fournisseurs de mariage de luxe.
L'ampleur du vol était stupéfiante par son arrogance. Tante Carole a finalement choisi de coopérer avec les autorités dans une tentative désespérée de réduire sa propre responsabilité. Par l'intermédiaire de son avocat, Carole a remis son téléphone portable et la boîte de dossiers qu'elle avait volée de mon bureau aux enquêteurs dans le cadre de son accord de coopération avec les procureurs. Dans son entretien enregistré avec les enquêteurs, Carole a admis que les registres de l'entreprise avaient été utilisés comme un conduit pour que les transferts paraissent légitimes. Elle a également déclaré que Britney lui avait promis une part des produits de la vente de la maison en échange de son silence et de sa coopération. Hélène m'a finalement montré la chaîne complète de messages récupérés sur ses appareils. Je me suis assise dans son bureau à lire l'historique. Il y avait des échanges où Britney discutait de la manière dont elle remplacerait l'argent manquant une fois la propriété vendue, démontrant clairement qu'elle savait que les fonds avaient disparu. Dans un échange, Carole se demandait ce que je pourrais faire si je m'en rendais compte. La réponse de Britney était glaçante. Elle me qualifiait de femme amère et jalouse, bien trop pauvre pour jamais représenter une menace réelle. C'était le même scénario qu'elle avait utilisé au mariage, un récit de manipulation qu'elles avaient passé des années à peaufiner. Les documents que Daniel a fournis ont apporté la preuve finale et indéniable. Il a fourni le fil de discussion par courriel concernant le généreux cadeau de mariage, les contrats des fournisseurs et les preuves photographiques claires du dossier de clôture qu'il avait trouvé dans le bagage à main. Daniel a demandé le divorce dans les 2 semaines suivant le mariage, rompant ainsi tous les liens qu'il avait avec la fraude. Il a cherché à s'excuser une fois, mais je n'ai pas offert de pardon. Certaines trahisons étaient trop profondes pour être réparées par un simple mot. Les poursuites pénales ont avancé avec le poids lent et écrasant du système judiciaire. Britney a fait face à plusieurs chefs d'accusation, notamment l'exploitation financière d'une personne vulnérable et le vol qualifié. Les procureurs ont également ajouté le faux et l'usage de faux en raison des documents falsifiés utilisés pour faciliter le vol. Lors des audiences préliminaires, ma sœur a continué d'insister sur le fait qu'elle n'avait qu'emprunté l'argent, soutenant qu'elle avait l'intention de le rembourser éventuellement. C'était la défense d'un enfant pris en train de voler dans la boîte à biscuits, pas celle d'une gestionnaire professionnelle qui avait systématiquement vidé les économies de toute une vie d'une femme âgée. Alors que les mois s'étiraient vers la condamnation finale, l'équipe de défense de Britney a tenté de me dépeindre comme une fille opportuniste qui avait orchestré toute cette révélation pour s'emparer de la maison familiale. Je ne me suis pas engagée dans les allers-retours médiatiques ni n'ai offert d'interview à qui que ce soit. J'ai simplement gardé mes dossiers propres, j'ai maintenu la cohérence de mon travail et je me suis concentrée sur la fourniture d'un environnement stable pour ma mère. La vérité n'avait pas besoin d'un public. Elle n'avait besoin que d'une salle d'audience. Le matin de la condamnation, l'air dans le palais de justice semblait mince et stérile. Britney était assise à la table de la défense, vêtue d'un simple tailleur gris qui la faisait paraître des années plus âgée que ses 33 ans. Elle refusait de me regarder, gardant les yeux fixés sur le banc du juge. Son avocat a passé près d'1 heure à présenter des facteurs atténuants, plaidant pour une peine plus légère en se concentrant sur son absence de casier judiciaire et son parcours professionnel. J'ai vu ses épaules se tendre lorsque le juge a commencé à parler. La recommandation pour une peine plus légère flottait dans l'air. Une suggestion qui aurait pu la garder hors d'une cellule. Le juge a étudié le rapport d'expertise, feuilletant les preuves de l'événement de luxe dans la salle de bal et les documents de clôture immobilière frauduleux. Elle a baissé les yeux sur ma sœur, son expression se durcissant. « Vous n'avez pas emprunté à votre mère », a dit le juge, sa voix résonnant dans la salle comble. « Vous avez construit un événement de luxe sur son incapacité à se protéger. Levez-vous. » La pièce semblait disparaître. J'ai ressenti une clarté soudaine et nette, un sentiment de finalité qui avait manqué pendant tant de mois. Le juge ne s'est pas arrêté là, mais le son de sa voix est devenu un bourdonnement lointain alors que je réalisais que la mascarade était enfin, vraiment terminée. Britney s'est agrippée au bord de la table, les jointures blanches, et pour la première fois, elle a eu l'air véritablement effrayée. L'histoire qu'elle avait racontée au monde, l'histoire où elle était l'enfant prodige et où j'étais l'échec amer et pauvre, avait été remplacée par la froide réalité du registre que j'avais tenu pendant toutes ces années. Chaque décision qu'elle avait prise l'avait menée à ce moment unique d'effondrement public total.
J'ai pris une profonde inspiration, me préparant à entendre le jugement final qui définirait le reste de nos vies. Le marteau a sonné comme un coup de feu dans la salle silencieuse. Britney a été condamnée à 3 ans d'incarcération active pour ses crimes, une peine qui reflétait la nature calculée et prédatrice de ses choix. Le juge a également imposé 2 ans de surveillance post-libération et une ordonnance stricte de restitution complète à notre mère. Une injonction permanente à dépouiller ma sœur de toute autorité légale pour agir en tant que fiduciaire pour quiconque, à jamais. La salle d'audience était une mer de grilles et de murmures étouffés alors que les huissiers se déplaçaient pour sécuriser la prisonnière. Britney ne m'a pas regardée. Elle a gardé le menton haut, son expression figée dans ce masque familier et étudié, mais le tremblement de ses mains la trahissait. Elle faisait enfin face aux conséquences de ses propres actes. Tante Carole a reçu une peine considérablement plus légère en raison de sa coopération avec l'État, mais sa vie dans la communauté était effectivement terminée. Elle a été condamnée à la détention à domicile et à une longue période de probation supervisée. Au-delà des sanctions légales, elle faisait face à la perte totale du respect de sa famille et à une montagne de dettes dues aux ordonnances de restitution. Elle était assise derrière la table de la défense, pleurant doucement, ses cheveux gris semblant fins et cassants sous les dures lumières de la salle d'audience. Je n'ai ressenti aucune joie en la voyant s'effondrer. J'ai seulement ressenti un froid sentiment de justice qui rétablissait enfin l'équilibre. Les retombées à l'extérieur du palais de justice ont été immédiates. Ma sœur a été licenciée de son poste en entreprise à la suite d'une enquête interne sur sa conduite contraire à l'éthique. Sa réputation professionnelle, autrefois le fondement de toute son identité, s'est désintégrée sous le poids des condamnations pour crimes. Daniel a finalisé son divorce peu de temps après, coupant tous les liens avec l'épave. Le mariage somptueux n'avait pas été un pas vers un avenir de haut statut. Il avait été un marqueur brillant et coûteux de sa chute. Elle avait échangé sa famille et son intégrité contre la location d'une salle de bal et une semaine dans un complexe hôtelier, et maintenant elle n'avait absolument plus rien à montrer. Margaret a été placée dans un établissement de soins géré par des professionnels sous la surveillance d'un fiduciaire indépendant nommé par le tribunal. La maison est restée au nom de maman, sauvée de la vente forcée qui l'aurait laissée sans abri. Je lui rendais visite les mardis après-midi, m'asseyant avec elle pendant qu'elle regardait les oiseaux à la mangeoire devant sa fenêtre. Parfois, elle m'appelait par mon nom et parfois, elle me tenait simplement la main et souriait à la lumière du soleil sur le sol. Je n'étais plus sa principale soignante, la gardienne, ou la responsable de chaque défaillance de son esprit. J'étais juste à nouveau sa fille, et la paix dans cette prise de conscience valait chaque nuit blanche que j'avais endurée. Le mois suivant, j'ai finalement franchi le seuil de ma propre maison de ville. Elle était petite, située près de l'hôpital où je travaillais, et remplie de soleil. J'ai déplacé mes meubles dans le salon, y compris le lourd carnet noir qui avait servi d'encre physique à ma vérité pendant tant d'années. En plaçant le registre de soins dans une boîte de rangement au fond de mon placard, j'ai senti un poids se lever de mes épaules. L'ère de la documentation des péchés des autres était terminée. J'avais gagné le droit de construire une vie qui ne tournait pas autour du déclin de ma mère ou de la malveillance de ma sœur. Quelques membres de la famille ont tendu la main pour offrir des excuses faibles et creuses, certains essayant même de rejeter tout ce cauchemar comme un simple malentendu. Je n'ai pas haussé la voix, et je ne les ai pas laissés parler par-dessus moi. Ce n'était pas un malentendu, leur ai-je dit un par un. C'était un choix répété chaque jour pendant 18 mois. J'ai maintenu fermement mes limites. Je ne les ai pas coupées par colère, mais j'ai refusé de les laisser prétendre que ce qui s'était passé était autre chose qu'un profond échec moral. Ils n'étaient plus autorisés à utiliser le mot « famille » pour exiger mon silence. Je me tenais dans ma nouvelle cuisine, la lumière du matin se déversant sur les parquets fraîchement polis. Mon téléphone a vibré sur le comptoir, un rappel de ma première journée complète de travail dans le nouveau service de l'hôpital. J'ai vérifié mon compte bancaire, regardant le solde du compte d'épargne, prochain chapitre. Il était presque vide après le dépôt de garantie et le premier mois de loyer. Mais ce vide ne me faisait pas peur du tout. L'argent avait accompli son unique objectif. Il m'avait acheté une porte dont je détenais la seule clé, un espace où j'étais enfin l'autorité principale. Je me suis approchée de la fenêtre et j'ai regardé la rue.
Le monde était calme et entièrement à moi. Pendant des années, ils avaient qualifié mon sacrifice de pauvreté, utilisant mes choix humbles comme une arme pour me faire sentir petite. La vérité avait été beaucoup plus simple. J'avais payé pour le confort de tout le monde tout en effaçant lentement ma propre existence. Le jour où j'ai arrêté de payer a été le jour où ma propre vie a enfin commencé. J'ai pris une profonde inspiration, j'ai rempli mes poumons de l'air pur du matin, et j'ai avancé dans le reste de ma vie. Vous pourriez penser que protéger sa famille signifie avaler toutes les pilules amères qu'on vous tend, en croyant que si vous vous sacrifiez suffisamment, vous pourrez préserver la paix. Vous avez peut-être passé des années à jouer le rôle de la personne calme et fiable, la fille qui est toujours présente tandis que les autres sont autorisés à dériver dans la vie grâce à votre travail et à votre silence. Si vous vous trouvez en ce moment même à avoir l'impression de payer perpétuellement pour le confort de tout le monde pendant que votre propre vie reste en suspens permanent, considérez ceci comme votre signal pour arrêter. La leçon ici n'est pas que vous devriez être cruel, mais que le véritable amour n'est jamais une invitation à être exploité. Être la personne responsable ne signifie pas que vous devez être la martyre. Vous devez réaliser que lorsque vous permettez un comportement destructeur pour les personnes vulnérables, vous ne maintenez pas la famille unie. Vous subventionnez simplement la pourriture qui, de toute façon, finira par tout faire s'effondrer. Il est facile de croire les mensonges qu'ils vous racontent sur vous-même, que vous êtes trop sensible, trop jalouse, ou simplement pas aussi capable que l'enfant prodige qui porte le succès comme un accessoire de créateur. Mais vous connaissez la vérité de votre propre labeur et vous connaissez le poids des fardeaux que vous avez portés dans l'ombre. Vous n'êtes pas obligé de soutenir le plafond pendant qu'il brûle le plancher. Vous devez apprendre à documenter la réalité que vous voyez, à faire confiance à vos propres sens lorsqu'ils essaient de vous manipuler, et à construire une vie qui repose sur ses propres fondations. Il n'y a aucune noblesse à être la seule personne à détenir la vérité pendant que tout le monde prétend que les dégâts n'existent pas. Vous méritez un espace où vous n'êtes pas le plan de secours, le filet de sécurité, ou le bouc émissaire pour des gens qui préféreraient vendre votre avenir plutôt que d'affronter leurs propres limites. Il faut du courage pour cesser d'être celle qui fait tout fonctionner. Mais le moment où vous décidez que votre propre bien-être n'est pas négociable est le moment où vous reprenez votre pouvoir. Vous avez le droit de fixer des limites, de vous éloigner des conversations qui vous diminuent, et de prioriser la réalité de votre propre vie par rapport à la performance soigneusement orchestrée de ceux qui dépendent de votre silence. Maintenant, demandez-vous, quel est le plus grand fardeau que vous portez actuellement et qui n'a jamais été le vôtre en premier lieu? Si vous laissiez ce poids partir aujourd'hui, quel genre de vie commenceriez-vous réellement à construire?